tous, amis du roman historique, de l'histoire. Donc aujourd'hui, nouvel épisode sur Alamut. Alors ça fait beaucoup peut-être, mais j'aime beaucoup cette période. Donc on avait vu dans un premier temps le livre de Vladimir Bartol, Alamut. On avait vu aussi, aperçu à peine Samarcande d'Amin Malouf. On a vu le livre d'histoire de Bernard Lewis, Les Assassins, hein, donc dans l'immense œuvre de Bernard Lewis, sur l'islam notamment. Et puis on avait vu aussi un livre qui s'appelle Le Vieux de la Montagne, que j'ai prêté, donc je ne l'ai pas aujourd'hui, mais enfin il y a eu un sujet dessus. Donc à l'occasion de l'élection d'Amin Malouf, à l'Académie française, enfin comme secrétaire perpétuel, hein, et après la disparition de Madame Hélène Carrère d'Antecos, je pensais que c'est intéressant d'évoquer ce livre Samarcande, qui est un très joli livre sur cette période, sur justement le Vieux de la Montagne, sur toute cette période, donc je vais vous lire des passages de ce livre, de Samarcande. Je pense que vous situez Amin Malouf, hein, c'était un immense écrivain, son œuvre est très 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 intéressante. Il a notamment écrit Les Croisades vues par les Arabes, Léon l'Africain, qui est à mon sens est son chef-d'œuvre, c'est le deuxième livre qu'il a écrit, Samarcande, hein, voilà, ça c'était écrit en 88. Les Jardins de Lumière, Le Premier siècle après Bérénice, Le Rocher de Tagnos, Les Échelles du Levant, enfin il écrit je crois dans les 9 ou 10 romans, et de nombreux essais également. Donc c'est une œuvre très très intéressante que je vous recommande de lire, hein. Notamment dans tous ceux qui sont intéressés par le roman historique, c'est assez incontournable. Voilà, donc je vais vous lire la jaquette de Samarcande, d'Amin Malouf. Hein, Amin Malouf est franco-libanais, hein, voilà. Et il a écrit Samarcande, c'est la Perse de Marc Khayyam, hein, qu'on a vu déjà dans les autres livres, hein. Poète du vin, libre penseur, astronome de génie, mais aussi celle de Hassan Sabar, voilà, qu'on a vu déjà dans 2 autres livres, fondateur de l'ordre des assassins, la secte la plus redoutable de l'histoire. Samarcande, c'est l'Orient du 19e siècle et du début du 20e. Le voyage dans un univers où les rêves de liberté ont toujours su défier les fanatismes. Samarcande, c'est l'aventure d'un manuscrit né au XIe siècle, égaré lors des invasions mongoles et retrouvé 6 siècles plus tard. Une fois encore, nous conduisons sur la route de la soie à travers les plus envoûtantes cités d'Asie. Amin Malouf nous ravit par son extraordinaire talent de conteur. À la suite d'Edgar Poe, il nous dit « Et maintenant, promène ton regard sur Samarcande. N'est-elle pas reine de la terre, fière au-dessus de toutes les villes, et dans ses mains les plus destinées ?» Amin Malouf est l'auteur de Léon l'Africain, je pense qu'on verra dans pas longtemps, ouvrage traduit aujourd'hui dans le monde entier. Son premier livre, Les Croisades vues par les Arabes, est devenu lui aussi un classique. Donc je vais vous lire quelques pages. Alors la première page, page 1, Titanic. Au fond de l'Atlantique, il y a un livre. C'est son histoire que je vais raconter. Peut-être connaissez-vous le dénouement. Les journaux l'ont rapporté à l'époque. Certains ouvrages ont consigné depuis. Lorsque le Titanic a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 au large de Terre-Neuve, la plus prestigieuse des victimes était un livre exemplaire unique des Robaïat d'Omar Khayyam, sage persan, poète, astronome. De ce naufrage, je parlerai peu. D'autres que moi ont pesé le malheur en dollars. D'autres que moi ont dûment recensé cadavres et ultimes paroles. 6 ans après, seul m'obsède encore cet être de chair et d'encre dont je fus un moment l'indigne dépositaire. N'est-ce pas Benjamin O, le sage, qui l'avait arraché à son Asie natale? N'est-ce pas dans mes bagages qu'il s'est embarqué sur le Titanic, et son parcours millénaire qui l'a interrompu, sinon l'arrogance de mon siècle?
Voilà, donc ça situe l'intrigue, hein, donc c'est une intrigue entre le 19e, et, enfin le 20e siècle, hein, et donc le 12e siècle de l'époque de Barkaya. Alors, page 36, Narscan. C'est un personnage de ce livre qu'on va décrire. Page 36. Les astrologues l'ont proclamé depuis l'aube des temps et n'ont pas menti. 4 villes sont nées sous le signe de la révolte: Samarcande, La Mecque, Damas et Palerme. Jamais elles n'ont été soumises à leurs gouvernants. Si ce n'est par la force, jamais elles ne suivent le droit chemin, s'il n'est tracé par le glaive. C'est par le glaive que le prophète a réduit l'arrogance des Mécois. C'est par le glaive que je réduirai l'arrogance des gens de Samarcande. Narscan, maître de la Transoxiane, gesticule debout devant son trône. Géant cuivré, ruisselant de broderies, sa voix fait trembler familiers et visiteurs. Ses yeux cherchent dans l'assistance une victime, une lèvre qui oserait frémir, un regard insuffisamment contrit, le souvenir de quelque traîtrise. Mais d'instinct, chacun se glisse derrière son voisin, laisse s'affaisser son dos, son cou, ses épaules. On attend que l'orage passe. N'ayant pas trouvé proie à ses griffes, Narscan saisit à pleine main ses robes d'apparat. Les hautes l'une après l'autre, les projette, rageurs sur le sol, les foule aux pieds en hurlant, sonore dans son dialecte turco-mongol de Kasgar, des chapelets d'injures. Selon la coutume, les souverains portent superposées 3, 4, parfois 7 robes brodées dont ils se défont au cours de la journée, les déposant avec solennité sur le dos de ceux qu'ils entendent honorer. En agissant comme il vient de le faire, Narscan a manifesté son intention de ne gratifier ce jour-là aucun de ses nombreux visiteurs. Ce devait être pourtant une journée de festivité, comme à chaque visite du souverain à Samarcande, mais la joie s'est éteinte dès les premières minutes. Après avoir escaladé la route dallée qui monte de la rivière Siab, le Khan a effectué son entrée solennelle par la porte de Bokhara, située au nord de la ville. Il souriait de toute sa face. Ses petits yeux semblaient plus enfoncés, plus bridés que jamais. Ses pommettes rayonnaient des reflets ambres du soleil. Et puis, soudain, son humeur a basculé. Il s'est approché des quelques 200 notables rassemblés autour du cadi. Abu Taher a désigné sur le groupe auquel il s'était mêlé Omar Khayyam un regard précis, inquiet, comme soupçonneux. N'ayant, semble-t-il pas, aperçu ceux qui cherchaient, il a cabré brusquement sa monture, tiré sec sur la bride et s'est éloigné en grommelant des mots inaudibles. Raide sur sa jument noire, il n'a plus souri, ni esquissé la moindre réponse aux ovations répétées des milliers de citadins agglutinés depuis l'aube pour saluer son passage. Certains agitaient au vent le texte d'une enquête, rédigé par quelques écrivains publics. En vain, nul n'osa le présenter au souverain. On s'adressait plutôt au chambellan qui se penchait chaque fois pour accueillir les feuilles, avec toujours aux lèvres une vague promesse de donner suite. Voilà, c'est un personnage du livre. Alors, page 113, un autre personnage, Jahan. Page 113, une femme. 113. Alors, Jahan. 7 années ont passé, 7 années fastes comme pour Khayyam, comme pour l'Empire, les dernières années de paix. Une table dressée sur un plafond de vigne, une carafe au sol étirée pour le meilleur vin blanc de Shiraz, musqué à point. Tout autour, un festin éclaté en 100 petits bols, tel est le rituel d'une soirée de juin sur la terrasse de Mar. Commencez par le plus léger, recommande-t-il. D'abord un vin, le vin, les fruits, puis les mets composés. Riz aux épines vinettes et coins farcis. Un vent subtil, il arrive des monts jaunes à travers les vergers en fleurs. Jahan saisit un luth, en pince une corde puis une autre. La musique étalée, lente, accompagne le vent. Omar lève sa coupe, la hume profondément,
Jahan l'observe. Elle choisit sur la table le plus gros jujube, le plus rouge, le plus lisse de peau. Elle l'offre à son homme, ce qui dans le langage des fruits signifie un baiser tout de suite. Il se penche vers elle, leurs lèvres se frôlent, se fuient, se frôlent encore, s'écartent et s'unissent. Leurs doigts s'enlacent, une servante arrive sans hâte. Ils se séparent, saisissent chacun sa coupe. Jahan sourit et murmure « Si j'avais 7 vies, j'en passerais une à venir m'étendre chaque soir sur cette terrasse, sur ce divan langoureux. Je boirais ce vin, je plongerais les doigts dans le bol. Le bonheur s'embusque dans la monotonie. » Omar réplique « Une vie, ou 3, ou 7 ? Je les traverserai toutes comme je traverse celle-ci, étendue sur cette terrasse, ma main dans tes cheveux. » Ensemble, et différents, amants depuis 9 ans, mariés depuis 4, leurs rêves ne vivent toujours pas sous le même toit. Jahan dévore le temps, Omar le sirote. Elle veut dominer le monde, elle a l'oreille de la sultane, qui a l'oreille du sultan. Le jour, elle intrigue au harem royal, surprend les messages qui vont et viennent, les rumeurs d'alcôve, les promesses de joyaux, les relents de poison. Elle s'excite, elle s'agite, elle s'enflamme. Le soir, elle s'abandonne au bonheur d'être aimée. Pour Omar, la vie est différente. Elle est plaisir de la science, science du plaisir. Il se lève tard, boit à jeun le traditionnel coup du matin, puis s'installe à sa table de travail, écrit, calcule, trace, lignes et figures, écrit encore, transcrit quelques poèmes dans son livre secret. La nuit, il se rend à l'observatoire bâti sur un monticule proche de sa maison. Il n'a qu'un jardin à traverser pour se retrouver au milieu des instruments qu'il chérit et qu'il caresse, qu'il huile et astique de sa main. Souvent, il est accompagné de quelques astronomes de passage, Souvent, il est accompagné de quelques... D'accord. Les 3 premières années de son séjour ont été consacrées à l'observatoire d'Ispahan. Il en a supervisé la construction, la fabrication du matériel. Surtout, il a mis en place de nouveaux calendriers, inaugurés en pompe le premier jour de Faradine 458, le 21 mars 1079. Quelle personne pourrait oublier que cette année-là, en vertu des calculs de Khayyam, la sacro-sainte fête de Nourouz a été déplacée, que le nouvel an qui devait tomber au milieu du signe des poissons a été retardé jusqu'au premier soleil du bélier, que c'est depuis cette réforme que les mois persans se confondent avec les signes des astres, Faradine devenant ainsi le mois du bélier, Esfand celui des poissons. En juin 1081, les habitants d'Ispahan et de tout l'Empire vivent donc la 3e année de la nouvelle ère. Celle-ci porte officiellement le nom du sultan, mais dans la rue, et même dans certains documents, on se contente de mentionner telle année de l'ère d'Omar Khayyam. Quel homme a connu de son vivant pareil honneur? C'est donc c'est dire si Khayyam, alors âgé de 33 ans, est un personnage renommé et respecté. Sans doute même est-il redouté par ceux qui ignorent sa profonde aversion pour la violence et la domination. C'est bien écrit, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, page 124, convertir. Alors, c'est autre chose, ça. C'est même un autre personnage. C'est Hassan Sabah. Hassan Sabah. Alamout, une forteresse sur un rocher. Ah non, je me suis trompé là. Page 124. 124. 124. L'homme aux yeux exorbités a repris sa vie d'errance. Et oui, Hassan Sabah. Infatigable, missionnaire, il parcourt l'Orient musulman. Balkh, Merv, Kashgar, Samarcande. Partout, il prêche, il argumente, il convertit, il organise. Il ne quitte pas une ville ou un village sans y avoir désigné un représentant qui laisse entourer d'un cercle d'adeptes chiites, lassés d'attendre et de subir. Sunnites, persans ou arabes excédés par la domination des Turcs, jeunes en mal de remous, croyants en quête de rigueur. L'armée de Hassan grossit chaque jour. On les appelle Batinis, les gens du secret. On les traite d'hérétiques, d'athées. Les Umélas lancent anathème sur anathème. Malheur à qui s'associera à eux, malheur à qui mangera à leur table, malheur à qui s'unira à eux par le mariage. Verser leur sang
est aussi légitime que d'arroser son jardin. Le ton monte, la violence ne reste pas longtemps enfermée dans les mots. Dans la ville de Sava, le prédicateur d'une mosquée dénonce certaines personnes qui, aux heures de la prière, se rassemblent à l'écart des autres musulmans. Il invite la police à sévir. 18 hérétiques sont arrêtés. Quelques jours plus tard, le dénonciateur est retrouvé poignardé. Nizam el-Molk, qu'on a vu dans les autres livres, ordonne un châtiment exemplaire. Un menuisier ismaélien est accusé du meurtre. Il est torturé, crucifié, puis son corps est traîné à travers les ruelles du bazar. Ce prédicateur fut la première victime des Ismaéliens. Ce menuisier fut leur premier martyr, estime un chroniqueur, pour ajouter que leur premier grand succès fut remporté près de la ville de Caïn, au sud de Nishapur. Une caravane arrivait de Kirman, convoyait plus de 600 marchands et pèlerins, ainsi qu'une importante cargaison d'antimoine. À une demi-journée de Caïn, des hommes armés et masqués lui barrèrent la route. Le vieux de la caravane pensa qu'il s'agissait de brigands. Il voulut négocier une rançon. Il en avait l'habitude. Mais ce n'était pas cela qu'il s'agissait. Les voyageurs furent conduits vers un village fortifié et on en retint pendant plusieurs jours, où on les sermonna, on les invita à se convertir. Certains acceptèrent, quelques autres furent relâchés, la plupart furent finalement massacrés. Belle conversion. Page, donc ça c'est page 131, Samarcande. Au printemps 1089, une armée de 200 000 hommes est en marche, avec éléphants et instruments de siège. Peu importe les intrigues et les mensonges qui ont présidé à sa mise sur pied. Elle accomplira ce que toute armée doit accomplir. Elle commence par s'emparer de Bukhara, sans la moindre résistance, puis se dirige vers Samarcande, arrive aux portes de la ville. Maleksha annonce à Ahmed Khan, dans un message pathétique, qu'il est enfin venu de le délivrer du joug des hérétiques. « Je n'ai rien demandé à mon auguste frère, répond froidement le Khan. Maleksha s'en étonne auprès de Nizam qui ne s'en émeut guère. Le Khan n'est plus libre de ses mouvements. Il faut faire comme s'il n'existait pas. De toute manière, l'armée ne peut rebrousser chemin. Les émirs volent leur part du butin. Ils ne reviendront pas les mains vides. Dès les premiers jours, la trahison d'un gardien de tour a permis aux assiégeants de s'engouffrer dans la ville. Ils prennent position à l'ouest, près de la porte du monastère. Les défenseurs, eux, se replient vers les souks du sud, autour de la porte de Kish. Une partie de la population a décidé de soutenir les troupes du sultan. Elle les nourrit, les encourage. Une autre partie a épousé la cause d'Ahmed Khan, chacun selon sa foi. Les combats font rage 2 semaines durant, mais à aucun moment leur issue ne fait le moindre doute. Le Khan, qui s'était réfugié chez un ami dans le quartier des Coupoles, est bientôt fait prisonnier, ainsi que tous les chefs ismaéliens. Seul Hassan parvient à s'échapper en traversant de nuit un canal souterrain. Nizam a gagné certes, mais à la force de se jouer du sultan comme de la sultane, il a irrémédiablement envenimé ses relations avec la cour. Si Maleksha ne regrette pas d'avoir conquis à si bon compte la plus prestigieuse cité du Transoxane, il souffre dans son amour-propre de s'être laissé abuser. Il va jusqu'à refuser d'organiser pour la troupe le traditionnel banquet de la victoire. C'est l'avarice, chuchote méchamment Nizam à qui veut l'entendre. Quant à Hassam Shaba, il tire de sa défaite un précieux enseignement. Plutôt que de chercher à convertir des princes, il va se forger un redoutable instrument de guerre qui ne ressemblant en rien à tout ce que l'humanité avait connu jusqu'alors, l'ordre des assassins. Alors justement, on va passer à la description d'Alamout, comme dans les autres livres. Hein. Donc c'est un livre qui reprend le même thème, hein, mais c'est écrit différemment, c'est très bien écrit. Hein. Et c'est comme si, comme je vous l'avais déjà dit, hein, c'est comme si
on reprenait le thème de Faust et qu'on le déclinait dans différents operas, hein, comme celui de Gounod, etc. Alamout, une forteresse sur un rocher à 6000 pieds d'altitude, un paysage de monts nus, de lacs oubliés, de falaises raides, de cols étranglés. L'armée la plus nombreuse ne saurait accéder qu'homme après homme. Les plus puissantes catapultes ne pourraient affleurer ces murs. Entre les montagnes règne le Shahroud, surnommé fleuve fou, qui, au printemps, à la fonte des neiges de l'Elbrouz, se gonfle et s'accélère, arrachant sur son passage arbres et pierres. Malheur à qui ose s'approcher, malheur à la troupe qui ose camper sur ses rives. Du fleuve, des lacs monte chaque soir une brume épaisse, cotonneuse, qui escalade la falaise puis s'arrête à mi-vertige. Pour ceux qui s'y trouvent, le château d'Alamout est alors une île dans un océan de nuages. Vu d'en bas, c'est un repère de djinns. En dialecte local, Alamout signifie la leçon de l'aigle. On raconte qu'un prince qui voulait bâtir une forteresse pour contrôler ces montagnes y aurait lâché un rapace dressé. Celui-ci, après avoir tournoyé dans le ciel, vint se poser sur ce rocher. Le maître comprit qu'aucun emplacement ne serait meilleur. Hassan Saba a imité l'aigle. Il a parcouru la Perse à la recherche d'un lieu où il puisse rassembler ses fidèles, les instruire et les organiser. De sa mésaventure à Samarcande, il a appris qu'il serait illusoire de vouloir s'emparer d'une grande ville. L'affrontement avec les Seljoukides serait immédiat et inévitablement tournerait à l'avantage de l'Empire. Il lui faut donc autre chose, un réduit montagneux, inaccessible, imprenable, un sanctuaire à partir duquel développer son activité tous azimuts. Alors, page 150, Hachiche, hein, toujours un thème récurrent dans ces livres. Alors, mais écrit différemment, par la plume d'Amin Malouf. On a souvent dit, au vu de ces scènes irréelles, que les hommes de Hassan étaient drogués. Comment expliquer autrement qu'ils aillent au-devant de la mort avec le sourire? On a accrédité la thèse qu'ils agissaient sous l'effet du hashish. Marco Polo a popularisé cette idée en Occident. Leurs ennemis dans le monde musulman les ont parfois appelés hashishiyoun, fumeurs de hashish. Pour les déconsidérer, certains orientalistes ont cru voir dans ce terme l'origine du mot assassin qui est devenu dans plusieurs langues européennes synonyme de meurtrier. Le mythe des assassins n'en était que plus terrifiant. La vérité est autre. D'après les textes qui nous sont parvenus d'Alamout, Hassan aimait appeler ses adeptes assassinoun, ceux qui sont fidèles au assas, au fondement de la loi. Et c'est ce mot mal compris des voyageurs étrangers qui a semblé avoir des relents de hashish. Il est vrai que Saba était passionné par les plantes qu'il connaissait à merveille, leurs vertus curatives, sédatives et stimulantes. Lui-même cultivait toutes sortes d'herbes et soignant ses fidèles quand ils étaient malades, sachant leur prescrire des potions pour leur rafraîchir le tempérament. On connaît aussi l'une de ces recettes destinées à activer le cerveau de ses adeptes et à les rendre plus aptes aux études. C'est un mélange de miel, de noix pilées et de coriandre. On le voit une bien douce médecine. En dépit d'une tradition tenace et séduisante, il faut se rendre à l'évidence. Les assassins n'ayant pas d'autre drogue qu'une foi sans nuance. Constamment raffermi par le plus serré des enseignements, la plus efficace des organisations, la plus stricte répartition des tâches. Au sommet de la hiérarchie siège Hassan, le grand maître, le prédicateur suprême, le détenteur de tous les secrets. Il est entouré d'une poignée de missionnaires propagandistes, les Dahi, parmi lesquels 3 adjoints, l'un pour la Perse orientale, le Khorasan, le Kyrgyzstan, la Transoxiane, l'autre pour la Perse occidentale et l'Irak, un 3e pour la Syrie. Juste au-dessous, se trouvent les compagnons, les Rafiq, les cadres du mouvement. Ayant reçu l'enseignement
adéquate, ils sont habilités à commander une forteresse, à diriger l'organisation à l'échelle d'une ville ou d'une province. Les plus aptes seront un jour missionnaires. Plus bas dans la hiérarchie sont les lasak, littéralement ceux qui sont attachés à l'organisation. Ce sont les croyants de base sans prédisposition particulière aux études et à l'action violente. Il compte parmi eux beaucoup de bergers des environs d'Alamout, nombre de femmes et de vieillards. Puis viennent les mujibs, les répondants, en fait les novices. Ils reçoivent un premier enseignement et selon leur capacité sont orientés soit vers les études plus poussées pour devenir compagnons, soit vers la masse des croyants, soit encore vers la catégorie suivante, celle qui symbolise aux yeux des musulmans de l'époque la vraie puissance de Hassan Saba, la classe des fidahi, ceux qui se sacrifient. Le grand maître les choisit parmi les adeptes qui ont d'immenses réserves de foi, d'habileté et d'endurance, mais peu d'aptitude à l'enseignement. Jamais il n'enverrait au sacrifice un homme qui pourrait devenir missionnaire. L'entraînement du fidahi est une tâche délicate à laquelle Hassan s'adonne avec passion et raffinement. Apprendre à dissimuler son poignard, à le sortir d'un geste furtif, à le planter net dans le cœur de la victime, ou dans son cou, si sa poitrine est protégée d'une cotte de maille. Se familiariser avec les pigeons voyageurs, mémoriser les alphabets codés, instruments de communication rapide et discret avec Alamout. Apprendre parfois un dialecte, un accent régional, savoir s'insérer dans un milieu étranger, hostile, s'y fondre pendant des semaines, des mois, endormir toutes les méfiances en attendant le moment propice à l'exécution, savoir suivre sa proie comme un chasseur, étudier avec précision sa démarche, ses vêtements, ses habitudes, ses heures de sortie, parfois quand il s'agit d'un personnage exceptionnellement bien protégé, trouver le moyen de s'engager auprès de lui, l'approcher, se lier avec certains de ses proches. On raconte que, pour exécuter l'une de ses victimes, de fidahi durent vivre 2 mois dans un couvent chrétien en se faisant passer pour des moines. Remarquable capacité de caméléonage qui ne peut raisonnablement s'accompagner d'un quelconque usage du hashish. Plus important que tout, l'adepte doit acquérir la foi nécessaire pour affronter la mort, la foi en un paradis que le martyr lui vaudra, à l'instant même où sa vie lui sera ôtée par la foule déchaînée. Voilà, donc Amin Maalouf, lui, il dit les assassins n'étaient pas des hashishiens, alors que Vladimir Bartol prend l'autre hypothèse. Voilà, ce sont des hypothèses de romanciers, quoi. Voilà, ensuite, page 192, Gengis Khan, 192. Alors, la première vague conduite par Gengis Khan fut sans doute le fléau le plus dévastateur qui ait jamais frappé l'Orient. Parce qu'Alamout sera pris par les Mongols. Hein, voilà. C'est pour ça que je vous lis cette page. Des villes prestigieuses furent rasées et leur population exterminée, telles Pékin, Bokhara ou Samarcande, dont les habitants furent traités comme du bétail, les jeunes femmes distribuées aux officiers de la horde victorieuse, les artisans réduits en esclavage, les autres massacrés, à la seule exception d'une minorité qui, regroupée autour du grand cadi du moment, proclama très tôt son allégeance à Gengis Khan. En dépit de cet apocalypse, Samarcande apparaît presque comme une privilégiée, puisqu'elle allait un jour renaître de ses décombres pour devenir la capitale d'un empire mondial, celui du Tamerlane. Au contraire de tant d'autres villes qui ne se relèveront plus, et notamment les 3 grandes métropoles du Khorasan, où fut longtemps concentrée toute l'activité intellectuelle de cette partie du monde, Merv, Balkh et Nashipur, auquel il faut ajouter Rai, berceau de la médecine orientale dont on oubliera jusqu'au nom. Il faudra attendre plusieurs siècles pour voir renaître, sur un site voisin, la ville de Téhéran. C'est la deuxième vague qui emporta Alamout. Elle sera un peu moins sanguinaire, mais plus étendue. Comment ne pas compatir avec la douleur des contemporains quand on sait que les troupes mongoles purent alors
à quelques mois d'intervalle, dévasté Bagdad, Damas, Cracovie en Pologne et la province chinoise de Sichuan. La forteresse des assassins choisit donc de se rendre, elle qui avait tenu tête à tant d'envahisseurs pendant 166 ans. Le prince Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, vint lui-même admirer ce prodige de construction militaire. La légende dit qu'il y trouva des provisions conservées intactes depuis l'époque de Hassan Sabbah. Après avoir inspecté les lieux avec ses lieutenants, il ordonna aux soldats de tout détruire, de ne plus laisser pierre sur pierre, sans excepter la bibliothèque. Cependant, avant d'y mettre le feu, il autorisa un historien de 30 ans, un certain Juvaini, à s'y rendre. Celui-ci était en train de rédiger à la demande de Hulagu une histoire du conquérant du monde qui demeure aujourd'hui encore notre plus prestigieuse source pour connaître les invasions mongoles. Il put donc entrer dans ce lieu mystérieux où des dizaines de milliers de manuscrits étaient rangés, empilés ou enroulés. Au dehors l'attendait un officier mongol et un soldat muni d'une brouette. Ce qui pourrait contenir serait sauvé. Le reste serait la proie des flammes. Il n'était pas question de lire des textes, ni même de répertorier les titres. Alors, il y a un petit supplément, c'est la page 195. Voilà. C'est ainsi que la bibliothèque des assassins brûla 7 jours et 7 nuits, que d'innombrables ouvrages furent perdus, dont il ne reste pas copie. On prétend qu'ils contenaient les secrets les mieux gardés de l'univers. Longtemps, on pensa que le manuscrit de Samarcande s'était lui aussi consumé dans le brasier d'Alamout. Voilà, donc ça indique l'intrigue. Alors, page 207, 1895. Un saut dans le temps. 207. C'est en 1895, à la fin de l'été, que je m'embarquais pour le vieux continent. Mon grand-père venait de fêter ses 76 ans. Il m'avait écrit, ainsi qu'à ma mère, des lettres larmoyantes. Il tenait à me voir, ne serait-ce qu'une fois, avant de mourir. J'accourus toutes études cessantes, et sur le bateau, je me préparais au rôle qui m'incomberait de jouer. M'agenouiller à son chevet, tenir courageusement sa main refroidie, en l'écoutant murmurer ses dernières recommandations. Tout cela fut parfaitement inutile. Grand-père m'attendait à Cherbourg. Je crois le revoir, quai de Caligny, plus droit que sa canne, la moustache parfumée, la démarche enjouée, le haut de forme s'élevant devant de lui-même au passage des dames. Quand nous fûmes attablés au restaurant de l'Amirauté, il me prit fermement par le bras. « Mon ami, dit-il, délibérément théâtral, un jeune homme vient de renaître en moi. Il a besoin d'un compagnon. » Je tors de prendre ces mots à la légère. Notre virée fut un tourbillon. À peine avions-nous fini de dîner au Bréban chez Foyotte ou chez le père Laluile, il nous fallait courir à la Cigale où se produisait Eugénie Buffet, au Mirditon où régnait Aristide Bruand, à la Scala où Yvette Gilbert chantait les Vierges, le Fœtus et le Fiacre. Nous étions deux frères moustaches blanches, moustaches brunes, même allure, même chapeau, et c'était lui d'abord que les femmes regardaient. À chaque bouchon de champagne qui sautait, je guettais ses gestes, sa démarche. Pas une fois je ne le pris en défaut. Il se levait d'un bond, marchait aussi vite que moi, sa canne n'était guère plus qu'un ornement. Je voulais recueillir quelques roses de ce printemps tardif. Je suis heureux de dire qu'il allait vivre jusqu'à 93 ans, 17 années encore, toute une nouvelle jeunesse. Là, bon, c'est un personnage du livre. Alors, page 219, étranger. Somptueuse prison aux portes grandes ouvertes, un palais de bois et de marbre sur la colline de Yildiz, près de la résidence du grand vizir. Les repas venaient chauds des cuisines sultaniennes. Les visiteurs se succédaient, ils traversaient la grille, puis longeaient l'allée. Avant de quitter,
leurs galoches sur le seuil. À l'étage, la voix du maître tenait, syllabes rocailleuses, à voyelles fermées. On l'entendait fustiger la Perse et le Shah, annoncer les malheurs à venir. Je me faisais tout petit, moi, l'étranger d'Amérique, avec mon petit chapeau d'étranger, mes petits pas d'étranger, mes préoccupations d'étranger, qui avaient fait le trajet de Paris à Constantinople, 70 heures de train à travers 3 empires, pour m'enquérir d'un manuscrit, d'un vieux livre de poésie dérisoire, fétu de papier dans l'Orient des tumultes. Un serviteur m'aborda. Une courbette ottomane, 2 mots d'accueil en français, mais pas la moindre question. Ici, tout le monde venait pour la même raison. Rencontrer le maître, écouter le maître, espionner le maître. Je fus invité à attendre dans un vaste salon. Dès mon entrée, j'y remarquai la présence d'une silhouette féminine. Cela m'incita à baisser les yeux. On m'avait trop parlé des habitudes du pays pour que je m'avance paume tendue, mine épanouie et regard rieur. Juste un balbutiement, mon chapeau qui s'agite. J'avais déjà repéré à l'opposé de l'endroit où elle était assise, un fauteuil bien anglais où m'enfoncer. Mais voilà que mon regard rase le tapis, se heurte aux escarpins de la visiteuse, s'élève le long de sa robe bleue et or jusqu'à son genou, son buste, son cou, jusqu'à son voile. Étrangement, pourtant, ce n'est pas la barrière d'un voile que je heurte, mais un visage découvert par des yeux qui croisent les miens. Et un sourire. Mon regard fuit jusqu'au sol, flotte à nouveau sur le tapis, balaie un bout de carrelage, puis remonte vers elle, inexorablement comme un bouchon de liège vers la surface de l'eau. Elle portait sur les yeux un midil de soie fine, prêt à être rabattu sur le visage quand surgirait l'étranger. Mais justement, l'étranger était là, et le voile était toujours relevé. Cette fois, son regard était au loin. Elle m'offrait son profil à contempler, sa peau hâlée d'un grain si pur. La douceur aurait-elle un teint? Ce serait le sien. Le mystère aurait-il une lueur? Ce serait la sienne. J'en avais les joues moites, les mains froides. Le bonheur battait mes tempes. Dieu qu'elle était belle, ma première image de l'Orient. Une femme comme seule aurait su la chanter les poètes du désert. Sa face, le soleil, aurait-il dit. Ses cheveux, l'ombre protectrice. Ses yeux, la fontaine d'eau fraîche. Son corps, le plus élancé des palmiers. Son sourire, un mirage. Voilà la description d'une jolie femme. Alors, page 367, le dernier passage. Le 10 avril 1912. 367. Voilà. Cherbourg, le 10 avril 1912. Devant moi, à perte de vue, la Manche paisible, moutonnement argentée. À mes côtés, Chérine. Dans nos bagages, le manuscrit. Autour de nous, une foule improbable, orientale à souhait. On attend parler des rutilantes célébrités embarquées sur le Titanic, qu'on en a quasiment oublié ceux pour lesquels ce colosse des mers avait été construit. Les migrants, ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants, qu'aucune terre n'acceptait plus de nourrir et qui rêvaient d'Amérique. Le paquebot devait procéder à un véritable ramassage. De Southampton, les Anglais et les Scandinaves, de Queenstown, les Irlandais, et de Cherbourg, ceux qui venaient de plus loin, Grecs, Syriens, Arméniens d'Anatolie, Juifs de Salonique ou de Bessarabie, Croates, Serbes, Persans. Ce sont ces orientaux que je pus observer à la gare maritime, agglutinés autour de leurs dérisoires bagages, impatients de se retrouver ailleurs, et par moments tourmentés, cherchant soudain un formulaire égaré, un enfant trop agile, un indomptable ballot qui avait roulé sur un banc. Chacun portait au fond du regard une aventure, une amertume, un défi. Tous ressentaient comme un privilège, sitôt arrivés en Occident, de prendre part
à la traversée inaugurale du paquebot le plus puissant, le plus moderne et le plus inébranlable qui ait jamais émergé d'un cerveau d'homme. Mon propre sentiment n'était guère différent. Marié 3 semaines plus tôt à Paris, j'avais repoussé mon départ dans le seul but d'offrir à ma compagne un voyage de noces digne des fastes orientaux dans lesquels elle avait vécu. Ce n'était pas un caprice. Chérine s'était longtemps montrée réticente à l'idée de s'installer aux États-Unis et n'était son découragement après le réveil manqué de la Perse, elle n'aurait jamais accepté de me suivre. J'avais l'ambition de reconstituer autour d'elle un monde plus féerique encore que celui qu'elle aurait dû quitter. Le Titanic servait à la merveille mes desseins. Il semblait conçu par des hommes désireux de retrouver dans ce palais flottant les plus somptueux loisirs de la terre ferme, comme certaines joies de l'Orient. Un bain turc, aussi indolent que ceux de Constantinople ou du Caire, des vérandins décolorés de palmiers, et un gymnase, entre la barre fixe et le cheval d'arçon, un chameau électrique destiné à insuffler aux cavaliers, sur simple pression d'un miraculeux bouton, les sautillantes sensations d'un voyage dans le désert. Voilà, donc la merveilleuse écriture d'Amin Maalouf, je vous engage à lire, c'est vraiment un très très beau roman. Voilà, essayez de convaincre aussi ceux qui n'ont pas encore lu mon livre, hein, Le Sabre de Damas. Hein, je vais vous lire un petit peu, relire un petit peu la jaquette. Alors, Le Sabre de Damas, Dieu et le roi, c'est le premier tome. Cornouailles, XVIIIe siècle, jeune paysan du plus profond de la Basse-Bretagne, Carentin, la Roure, est fasciné par les contes et légendes de sa douce enfance, en Bretagne. Hein. Quand il ne travaille pas à la ferme, ses pensées vont à la jolie aristocrate Louise de Kerguelen, dont il est secrètement amoureux. Mais la paix qu'il a toujours connue prend soudainement fin. Brutalement fin. Une dispute entre un bourgeois et le père de Carentin les pousse, lui et sa famille, à l'exil. Ils pensent pouvoir prendre un nouveau départ sur l'île Saint-Nicolas, au Glénan, hein, mais un terrible drame bouleverse leur vie. Pour se reconstruire, par d'autres choix, Carentin et son père doivent à nouveau partir. De sombres événements les guettent alors, depuis le soulèvement de Fouesnant jusqu'à la terrible guerre de Vendée. Nouvelle langue, nouveaux prénoms, nouvelle rencontre, le jeune breton doit-il mettre de côté ses origines et son passé pour trouver sa place au sein d'une France en pleine mutation. Fiction historique captivante, émaillée de grands noms, etc. etc. Voilà. Donc vous pouvez la voir soit aux éditions Librinova, en commandant par exemple chez votre libraire, hein, en papier. Vous pouvez le commander sur tous les supports de la même manière en papier, sur la FNAC, sur Amazon, Kobo, enfin tout ce que vous voulez, Google. Sur Google, vous pouvez lire un 5e en accès libre. Et vous pouvez également le commander en numérique si vous préférez le numérique, hein, sur ces supports-là. Voilà, donc je vous dis là, dans 15 jours, hein, parce que je pense que je vais prendre un rythme de 2 émissions semaine après semaine, une coupure une semaine, et puis reprendre, etc. Donc, je ferai 2 émissions en 3 semaines, quoi, en quelque sorte. En gros, quoi, sauf événements particuliers, sauf vacances, enfin, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis à dans 15 jours.